Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller Mâche Patate! Bonjour, bienvenue à Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs, cet organisme de Québec qui met de l'avant une agriculture urbaine accessible, écolo et productive depuis 2009. Nous sommes vos co-animatrices, Marie-Hélène Dubé et Marie-André Asselin. Quand on parle d'agriculture urbaine, on parle souvent de potager au sens plus classique du terme. On pense généralement à des tomates, des laitues, des poivrons, bref, à des plantes annuelles. Petit rappel ici, c'est quoi une plante annuelle? C'est une plante qui va compléter tout son cycle de vie dans une année, puis qui va mourir l'hiver venu. Parfois, par exemple, c'est aussi une plante qui est vivace ailleurs dans le monde, mais sous nos climats ici, arrivera pas à survivre l'hiver. Mon exemple classique, c'est le romarin. Je me rappelle, moi, être en Méditerranée puis de voir des immenses bosquets qui poussent partout, mais on s'entend qu'ici, si on rentre pas notre romarin l'hiver, il passera pas l'hiver. Non. Mais par contre, justement, il y a des plantes qui sont vivaces, ou on dit aussi pérennes, qui, elles, survivent à l'hiver puis reviennent d'année en année. Donc, imaginez 2 secondes, là, si votre jardin comprenait que des vivaces, ben vous sauveriez beaucoup de travail au printemps parce que vous auriez rien à planter à part la première année, évidemment. Puis généralement, pas mal moins d'arrosage à faire aussi. Mais pourquoi donc on cultive pas davantage de vivaces? Ben, une des raisons, là, en fait, c'est que on tient à certaines cultures classiques. La plupart des gens se passeraient difficilement du basilic puis des tomates cerises dans leur jardin, par exemple. Mais l'autre raison aussi, c'est que on connaît peu les plantes vivaces comestibles. À part les arbres et arbustes fruitiers, il y a peu d'exemples qui nous viennent naturellement en tête. Puis les vivaces comestibles, ils forment un univers finalement qui est mystérieux puis qui est tout à découvrir. Donc on avait envie de l'explorer ou du moins de le défricher un peu avec vous aujourd'hui. Puis pour nous guider dans cette découverte-là, on reçoit Jean-Christophe Denis, qui est consultant en agroforesterie et passionné de permaculture, puis qui est aussi concepteur de la forêt nourricière à Saint-Ubalde. Donc bonjour Jean-Christophe, puis bienvenue à Mâche Patate. Bonjour, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous définir un peu, c'est quoi une vivace comestible? Oui, ben en fait, c'est quand on dit vivace, c'est qui vit au moins 3 ans. Tu sais, dans le fond, il y a annuel, bisannuel, puis au moins 3 ans. Mais idéalement, quand on intègre des vivaces, on veut qu'elles soient là pour un bon bout de temps. Mm-hmm. Puis ben comestible aussi. C'est sûr que le terme comestible, il faut peut-être trier un petit peu parce qu'en fait, il y a énormément de plantes comestibles, entre autres dans les plantes sauvages, puis même les plantes, même des fois des plantes ornementales qui ont des parties comestibles. Mais c'est ça, il y a peut-être une nuance à apporter entre comestible puis plus peut-être pertinente à cultiver dans un jardin. D'intérêt gustatif. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai comme un peu mis l'accent sur ces plantes-là. Plus en fait, quand on dit vivace comestible, il y a aussi le terme légumes vivaces. Mm-hmm. Il y a aussi les fines herbes, beaucoup de fines herbes qui sont vivaces qui rentrent là-dedans. Puis, genre, comment t'en es venu à t'intéresser à ça? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours? Oui, c'est ça. En fait, moi, je suis passionné d'agriculture depuis longtemps. J'ai fait un bout à Victoriaville dans la technique en horticulture biologique. Puis là-bas, j'ai été exposé à plusieurs belles méthodes. Puis plusieurs trucs intéressants, dont la permaculture. Il y avait des livres à la bibliothèque, puis là ça m'a vraiment titillé. Puis en fait, j'ai vu des conférences aussi. Puis suite à ce passage-là, avec des amis, on a loué une terre, puis on s'est fait des jardins. Puis j'avoue que avec tout l'effort qu'on avait mis avec le premier hiver qui est arrivé, puis dans le fond, on avait focusé uniquement sur des légumes annuels. Mm-hmm. Puis c'est sûr qu'on n'avait pas des techniques on n'avait pas beaucoup d'expérience. Puis ça m'avait marqué. Puis ça m'avait un peu rappelé que la permaculture, ben c'est ça, quand on creuse les documents, les fondements de la permaculture, on parle beaucoup d'agriculture pérenne. Dans le fond, on parle beaucoup aussi de biomimétisme, de faire une imitation des écosystèmes naturels dans lesquels on évolue. Donc, puis quand on regarde les écosystèmes dans lesquels on évolue ici, ben c'est
à l'origine, c'était des forêts, c'était peut-être des clairières dans certaines perturbations, mais c'était principalement composé de plantes pérennes, donc des arbres, des arbustes et des herbacées pérennes. Puis il y a quand même des annuelles, comme dans tout écosystème, mais c'est ça, les annuelles sont souvent associés à une ouverture, une perturbation, une lisière, des arbres qui tombent et ça crée une ouverture. Ben là, il y a des annuelles qui vont rapidement venir combler. Donc, et les annuelles ont leur place, mais une chose qui revient souvent en permaculture, c'est que de consacrer des immenses étendues uniquement aux plantes annuelles, avec le travail du sol que ça implique. C'est sûr que ces dernières années, on a vu toutes sortes de pratiques là, de semis directs, de couvre-sol, semis dans les couvre-sols vivants et tout, qui se rapprochent de l'agriculture de conservation. Mais quand même, ça m'a intéressé, puis de trouver quelles sont les espèces, autant les arbres, j'ai beaucoup mis l'accent sur les arbres, les arbustes, qui sont nourriciers, qui produisent des fruits, des noix, mais aussi, j'ai mis beaucoup d'énergie à essayer de dénicher, de retrouver des herbacées, donc des vivaces, des légumes vivaces, qui pourraient justement être adaptables à nos conditions. Puis c'est ça. Puis en fait, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs qu'on a oubliés. Il y en a plusieurs que nos aïeux cultivaient déjà dans leur potager. Tu sais, on en connaît déjà plusieurs, tu sais, comme l'asperge, la rhubarbe, la ciboulette. Il y a même dans certaines régions, comme par chez nous, il y a l'échalote de Sainte-Anne. Oui, tout à fait. C'est des choses qui sont là dans le jardin, on les voit dans les jardins de grand-mère, on voit qu'ils retournent la table, mais on voit dans le coin, il y a de la rhubarbe ici, il y a des ciboulettes là. Donc c'était déjà connu. Ouais. Et dans le fond, c'est un peu, peut-être que je m'avance un peu trop, mais c'est presque né d'une difficulté. T'as essayé d'être maraîcher, puis là, après une année d'avoir comme tellement travaillé, tu t'es dit, il faudrait que je trouve une solution plus pérenne pour pas être autant pris à chaque année, puis avoir à recommencer à zéro, finalement. Ouais, ça c'est sûr que, comme je disais tantôt, on n'était pas très habile, mais c'était aussi beaucoup parce je voyais, parce que la permaculture, tu sais, c'est à l'origine d'Australie, puis ça a été développé dans plusieurs climats, dont des climats tropicaux, puis en fait, c'est souvent basé sur des espèces qu'on connaît pas, qui sont pas possibles de cultiver ici. Donc, c'était aussi beaucoup ça, essayer ma curiosité était piquée, puis en fait aussi je m'intéressais beaucoup aux plantes sauvages, les plantes indigènes, pour voir les plantes comestibles. Ça, puis en fait aussi pour m'inspirer, pour essayer d'en intégrer ou d'imiter les fonctionnements de ces cultures, ces écosystèmes-là, oui. Puis, fait que c'est ça, il y a de ça, il y a le fait de... Mais c'est pas de la lâcheté, traumatisme. C'est pas ça que je dis du tout. Peut-être un petit traumatisme. Mais c'est bien, ça l'a fait naître une passion, c'est parfait. Puis, en fait, quel est l'intérêt, selon toi, d'intégrer ce type de culture dans un aménagement? Ouais, en fait, il y a plusieurs avantages, les vivaces comestibles, les légumes vivaces. Dans le fond, comme vous le disiez en introduction, là, un des principaux avantages, c'est le fait que c'est durable dans le temps, le fait qu'une fois que c'est installé, que c'est bien installé, c'est là pour longtemps. Donc ça peut être un côté économie d'énergie, économie de travail, là. Dans le fond, ça c'est un bon argument. C'est sûr que tout l'aspect de réduire le travail du sol, réduire l'érosion, étant donné que si c'est bien implanté, on n'a pas besoin trop de retravailler le sol. Ça aussi, il y a toutes sortes d'approches, là. On va peut-être en parler plus quand on parlera des inconvénients. Parce que ça peut être aussi un inconvénient, le fait d'avoir des plantes pérennes, entre autres pour l'enherbement, les adventices qui arrivent, puis il y a beaucoup de gens qui cultivent les plantes pérennes, qui les considèrent comme des annuelles, tu sais, ils les retirent pour pouvoir faire des rotations des engrais verts et tout. Donc c'est ça, moins de travail du sol, ça j'avoue que de par mes études, ça m'a montré que c'est une des choses les plus dommageables, là, tu sais, dans tout le comportement de l'humanité, d'avoir s'être mis à faire des grandes cultures, labourer, puis travailler beaucoup le sol, puis
toujours avoir le sol à nu, exposé au l'estivage des pluies, comme ici, le printemps. Puis moi, j'ai grandi en campagne, puis j'allais au bord de la rivière, en arrière de chez nous, puis tu sais, la rivière, c'était brun, là, au printemps, là, c'était vraiment avec plein d'érosion, parce qu'il y avait aucun arbre, c'était juste des ravins avec du pâturage un peu négligé, si on peut dire. Puis, donc c'est ça, le côté de trouver des systèmes de culture qui réduisent le travail du sol, qui font que on travaille plus le sol, donc on apporte des paillis, on a des systèmes de culture qui font que le sol il reprend une structure, il reprend le carbone est retourné au sol. Ça c'est vraiment un gros point, là. Les systèmes racinaires aussi, j'imagine, vu que la plante est là pendant plus longtemps, c'est comme le système racinaire est plus développé, fait que j'imagine que ça aide pour la structure du sol aussi. Oui, c'est ça. Puis vu que c'est les racines vivantes, on a là, de plus en plus, comme je disais tantôt, même avec dans l'agriculture conventionnelle, il commence à se développer des couvre-sols. Puis tu sais, comme même je regardais en Europe, il y a des lois récentes qui s'est rendu comme illégal de laisser la terre à nu l'hiver, donc ils sont obligés d'avoir des céréales d'hiver pour pour supporter ça. C'est sûr que c'est des bons compromis. Puis mais là, à une vivace, c'est encore les racines sont vraiment plus développées, surtout quand elles sont bien installées. Donc c'est ça. Puis il y a aussi le côté les insectes auxiliaires. Il y a un paquet de ces vivaces là qui abritent par leur les abris qu'elles forment, les feuilles et tout qui restent. Donc ça peut faire des sites d'hivernation pour les insectes, des sites de ponte, des niches qu'on n'a pas si on a seulement des potagers annuels. Ouais. Donc tout le côté biodiversité, ça aussi c'est une bon argument. D'ailleurs, je mentionnerais en passant là, que si vous nous écoutez puis que ça vous intéresse comme le travail du sol, puis de Régénération Canada. Oui, c'est ça, je renverrai à l'épisode qu'on a fait avec Régénération Canada. L'épisode, mon Dieu, numéro 28, je crois. Bref, vous irez voir ça. On a parlé justement de non-travail du sol, puis tout ça. Ah ouais, c'est vraiment en lien avec ce que t'es en train de dire, donc c'est parfait. C'était dans le mouvement finalement de l'agriculture régénératrice qui est justement, il met de l'avant la culture des vivaces, entre autres, parce que c'est ça a plein d'avantages. Oui. Puis peut-être pour continuer les avantages, un des avantages qui est vraiment intéressant, c'est le fait que on peut récolter ces plantes-là dans des périodes de l'année qu'il y a presque aucun autre légume de disponible. Souvent au printemps, tu sais, moi par exemple, j'aime beaucoup là un légume vivace qui est peu connu, le crambé maritime. Qui est le chou-crambe maritime, oui, je connais ça. Merci Marie-Hélène Jacquet. C'est grâce à elle que je le connais, oui. Ouais, c'est ça, aussi appelé chou marin ou sea kale en anglais. Okay. C'est crambé maritima. Lui, c'est vraiment c'est comme un brocoli vivace, ou ben peut-être plus comme un rapini là, c'est un petit brocoli vivace. Puis en tout cas, peut-être on en parlera plus tantôt, mais lui, il arrive comme fin mai là. Moi, je me mets à manger des brocolis à tonnes là. Fin mai, début juin déjà. Il y a un paquet comme l'oseille, dès que la neige sort, comme la rhubarbe aussi, les asperges. Fait que tu sais, c'est toutes c'est complémentaire aussi. Ça peut être complémentaire pour les plantes de potager, les plantes potagères, légumières qu'on connaît. Puis beaucoup printemps. Puis les racines aussi, on peut souvent étant donné que perdure l'hiver, tu sais, comme les topinambours, on peut les ramasser au printemps, dès qu'on peut, dès que la neige est partie, toutes les autres légumes vivaces racinaires. Donc c'est ça c'est vraiment intéressant d'avoir dans la saison des cultures complémentaires là pour. C'est comme une façon un peu d'extensionner la saison de culture. Ouais. Dans le fond, tu sais, au lieu d'avoir, mettons, des primeurs ou des cultures très hâtives, mais si on intègre ça au potager ou à un autre endroit sur notre aménagement, ben, on vient d'extensionner de quelques mois notre saison de culture, fait que ça peut être quand même un très bel avantage. Ah oui, puis surtout au printemps, là, quand en sortie de l'hiver, là, même les animaux sont, tu sais, les ours et tout, là, dès qu'il y a de la verdure qui sort, c'est comme ils vont là-dessus pour, justement, pour faire digérer l'hiver, là. Compétition.
Je sais pas si t'avais fini les avantages, Jean-Christophe, mais... Il y en a dire, quelques autres, là, mais oui, ben peut-être juste pour finir le petit chapitre d'avantages, c'est sûr qu'il y a aussi, on observe qu'il y a moins de maladies, souvent dans les vivaces, elles sont plus robustes, puis il y a moins la problématique de faire des rotations, tu sais, on peut les laisser. Même comme là, ça paraît un peu étrange mettons des plantes racinaires, des légumes racines, comme par exemple le chervi, un autre légume vivace peu connu. Lui, ben tu dis, ben là, c'est une racine, c'est comme une espèce de panais multi-racines, des petits panais, dans la famille de panais carottes, là, les apiacées. Donc lui, tu dis, ben là, ok, c'est un vivace, mais on le ramasse comme une carotte, comme une racine. Mais en fait, ce qu'on peut faire, ce que moi je fais, c'est que je ramasse les plus belles racines, puis je remets un transplant, une division, exactement au même endroit. Donc, puis c'est ça, sur plusieurs années, peut-être qu'au bout de quelques années, il y a peut-être des problèmes qui peuvent arriver, mais c'est connu, ça a été montré qu'elles sont plus résilientes là côté maladie. Parce qu'elles sont mieux adaptées à notre climat, j'imagine. Est-ce que c'est une des raisons? Ben, je pense que c'est beaucoup dans les écosystèmes, les successions, tu sais, les annuelles sont faites pour arriver, faire leur cycle rapidement, puis laisser la place, tandis que les vivaces, une fois qu'elles sont installées, sont faites plus résilientes. Mais tu sais, c'est le fun parce que tu sais, souvent pour les nouveaux jardiniers ou les jardiniers en général, tu sais, comme comprendre les maladies, les ravageurs, c'est souvent comme un facteur de découragement. Ouais. Fait que si t'as des plantes qui sont déjà mieux adaptées puis plus compétitives, si je peux dire à ce niveau-là, ben ça peut être un bel argument encourageant pour les intégrer là à la maison. Oui. Moi, je réalise que là, c'est mon manque de connaissances horticoles dans la vie. Là, j'ai une question un peu niaiseuse, mais est-ce que des carottes, je sais si t'as des racines pas, c'est quoi une bisannuelle? Ça peut être une vivace, une carotte? C'est une bisannuelle. Ben en fait, c'est ça. Donc la première année, elle concentre son énergie dans la racine. Elle fait des feuilles. La deuxième année, elle utilise l'énergie pour faire les fleurs, les graines, puis ensuite elle meurt. Mais ça, c'est dans la nature. Mais là, les carottes cultivées qu'on a, souvent, ça dépend. Si on a un bon paillage, ou même il y en a qui ont des techniques qui mettent des balles de foin, des balles de paille sur leurs carottes pour aller les chercher pendant l'hiver. Pendant l'hiver, mais souvent, en tout cas, moi j'ai souvent vu des carottes que finalement tu y vas au mois de décembre puis elles sont comme à moitié gelées, donc elles sont moins intéressantes. Ça doit dépendre des variétés aussi. Là, je suis moins informé là-dessus. Ok, c'est bon. Mais là, on dirait que j'ai envie de renchérir sur ta question. Fait que la carotte, après 2 ans, c'est sûr qu'elle meurt. Oui, après ça, elle va pas recommencer. Non, OK. Elle peut peut-être. J'avais un petit manque là ici, je pense. Mais justement, en fait, t'en as parlé un petit peu. Il y a plein d'avantages, mais il y a pas juste des super beaux côtés à intégrer des vivaces. Je pense que des fois, ça peut représenter certains défis. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu pour que les gens partent pas en peur? Ben oui, justement. Moi, au fil des années, là, au début, j'étais un peu plus enthousiaste, là. Puis en tout cas, c'est ça, j'ai eu plusieurs essais-erreurs, là. Mais oui, quand même, les inconvénients principaux, un des inconvénients principaux, c'est qu'ils sont quand même un petit peu moins accessibles souvent à installer, à implanter, là. Premièrement, des fois, sont durs à trouver, là. Il y a pas beaucoup de gens de semenciers ou de centres jardins qui les ont. Donc, ça, ça contribue. Il y a le côté aussi, il y en a beaucoup qui sont longues. Si on les part à la semence, il y en a beaucoup qui sont longues à s'installer. Dans le fond, c'est ça. Puis ça peut être vraiment un peu... c'est moins explosif. Tu sais, les légumes qu'on connaît, c'est facile, c'est rapide, ça s'installe. Mais là, souvent, celles-là, elles ont besoin d'être stratifiées. La graine a besoin d'être stratifiée l'hiver. Puis là, le taux de germination, des espèces, c'est très, très bas. Puis là, les petits plantules, ça peut prendre 2-3 ans avant de s'installer. Donc, souvent, moi,
pour plusieurs, là, ce que j'essaie, c'est plus de... Ben, c'est sûr qu'il y en a qu'on n'a pas le choix parce que sont rares, puis on peut juste les trouver à la semence parce qu'on les fait venir de trop loin pour... Mais souvent, ce que je recommande, c'est d'aller... ce que je recommande... Ce que je trouve intéressant, c'est d'y aller avec des transplants, de trouver des... Puis là, ben, quand t'en as quelques-uns, mais là, tu peux les diviser. Tu peux ça va pas mal mieux. Puis comme par exemple on pense aux asperges qui est un des légumes vivaces forts là, que vraiment, mais tu sais, l'asperge à la graine ça peut fonctionner, mais c'est long. Puis c'est ça, tandis que là ben on achète des griffes, c'est quand même très accessible, mais même les griffes, tu sais, ça à vendre 3 ans. C'est ça, c'est ça, il y a une petite attente pareil là. C'est ça. Fait que tu sais, ça c'est vraiment un des avantages, mais comme on revenait à tantôt, ben une fois qu'elle est là, ben l'asperge 20-25 ans, si ça va bien là. Donc c'est ça, long à s'installer. Mais tu dis que c'est difficile à trouver, tu sais, le niveau des fournisseurs de semences, ça. Est-ce qu'il y en a quand même un peu? Y a-tu un certain réseau au Québec de je sais pas, de fournisseurs de pépiniéristes, de semenciers qui ont un petit peu de légumes vivaces? Ouais? Un petit peu, c'est sûr que c'est avec un peu la mode, permaculture et tout, c'est sûr que ça commence à prendre place de plus en plus là. Ben je pourrais donner en fait c'est ça peut-être on va mettre un lien avec des références là. Oui. Puis sur la page de l'épisode, on va rajouter des références. Les bonnes adresses. C'est ça, les inconvénients, ben c'est ça, non seulement souvent plus difficile à installer, ben souvent c'est moins abondant, tu sais, comme récolte là, tu sais, c'est comme justement là mettons les chervis ou les crambés ou tu sais il y a des exceptions là comme les topinambours, ça peut être très abondant. Les échalotes de Sainte-Anne. Les échalotes de Sainte-Anne, ouais. C'est ça, mais il y en a beaucoup dans la liste que finalement pour la surface cultivée, ben tu sais si tu compares avec d'autres légumes qui sont vraiment charnus puis tu sais des gros volumes là, donc c'est souvent ça prend beaucoup d'espace pour peu de rendement. C'est-tu autre question biologique que je me sens un peu poche, mais c'est-tu parce qu'elles ont moins à se reproduire que les annuelles, fait qu'elles font moins de fruits? Ben il y a peut-être de ça. Il y a peut-être de ça, mais en fait il y a aussi le côté qu'il y a beaucoup de ces légumes vivaces là qui ont pas été beaucoup développés. Donc, contrairement aux légumes, puis en fait, justement, étant donné que c'était rapide dans l'histoire, les gens qui ont sélectionné les légumes, ben tu sais, si on regarde, ben justement, par exemple, la carotte sauvage, ben tu sais, c'est tout petit, c'est fibreux. Ben là, ils l'ont développé, ils ont vraiment sélectionné. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs légumes vivaces qui sont en train d'être développés par des passionnés, puis pour améliorer ces côtés-là, mais c'est ça, il y a quand même peut-être le côté qu'elles doivent stocker aussi de l'énergie pour s'installer plutôt que de juste tout donner en une saison, puis il y a de ça là sûrement. OK. Le côté aussi côté vraiment qu'il faut pas négliger, c'est que il y en a plusieurs qui sont plus ou moins bonnes, tu sais, dans le sens, mais pas plus ou moins bonnes, je veux dire, c'est pas aussi convaincant là, tu sais, que croquer une carotte ou, fait que tu sais, il y a comme des défis pour les apprêter aussi, puis les connaître, puis ça aussi, il y a des exceptions, il y en a qui sont super. Les questions d'habitude de goût aussi, à un moment donné, à force d'en manger, j'imagine que. Oui. Là, puis c'est ça, c'est savoir les apprêter. Il y en a plusieurs. C'est des légumes anciens qui ont été un peu délaissés. Là. Des fois, c'est pour des raisons étranges. Là. Il y a une anecdote avec la scorzonère, là, Scorzonera. J'ai jamais entendu ça. Moi non plus. C'est, je me souviens pas si c'était en France ou en tout cas il y a. Parce que la racine est noire, il y avait eu une espèce de je sais pas si les religieux de l'époque avaient dit ben là c'est pas bon, c'est noir, puis blabla, puis ça avait été délaissé, puis là aujourd'hui c'est comme un mets de choix dans les restos là, il y en a qui peuvent cuisiner ça en Europe là, en tout cas. Puis mais celle-là aussi est difficile à moi j'ai pas encore trouvé comment la cuisiner, tu sais, c'est un peu comme le salsifis dans la même famille. Okay, oui. Scorzonère. Puis donc c'est ça, il y en a le côté que c'est moins bon là, comme c'est moins évident là, ça demande des défis là. Il y a peut-être du travail d'apprentissage puis des essais-erreurs pour vraiment
C'est ça, c'est des goûts peut-être qu'on connaît moins nouveaux, fait qu'il faut comme travailler pour développer des recettes qui sont adaptées aussi, là. Ouais. Moi, en tout cas, je sais pas, mais j'avais entendu dire aussi que parfois, tu sais, il y avait comme quand même des moments spécifiques où ces légumes-là sont bons. Par exemple, ils vont être comme super savoureux puis tendres en début de saison, mais sont encore comestibles, tu sais, rendus plus tard puis à l'automne, mais ils vont devenir comme vraiment intenses. Puis ça fait peut-être aussi partie de l'apprentissage. Tu sais, mettons une tomate, tu l'accueilles, c'est fait, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Fait que je sais pas si c'était dans tes inconvénients, mais moi, c'est peut-être des choses qu'on m'a dit, là. Apprendre à savoir quand récolter, finalement. C'est ça, c'est peut-être plus important encore d'être renseigné sur la plante pour vraiment savoir quand c'est le climax de goût pour l'apprêter, là. Ben oui, puis ça dépend aussi des personnes, là, tu sais. Il y en a, j'ai un ami là, qui est avec Écomestible à Sherbrooke, Gabriel Rebello. Lui, entre autres, c'est un très bon côté légumes vivaces, il est vraiment excellent. Puis lui, il arrive à faire des recettes, à faire des soupes, des trucs, puis finalement, il arrive à rendre ça bon. Moi, j'ai pas le côté cuisine, je l'ai pas, là. Moi, je suis plus un peu roots, là, comme on dit, d'être direct dans le champ, puis de croquer, puis donc... mais oui, comme tu dis, Marie-André, c'est bon, le timing, là... Puis c'est ça, c'est comme ça aussi pour les plantes sauvages, c'est souvent au printemps, c'est plus tendre, c'est les jeunes pousses qui sont pas, l'amertume est moins développée, donc ouais. Ouais, dans le fond, peut-être continuer encore avec les inconvénients, c'est vraiment un gros une grosse pancarte attention pour le côté expansif, le côté un peu envahissant de certaines là. Souvent c'est négligé là, entre autres l'exemple des fameux topinambours. Oui. Puis c'est interdit dans beaucoup de jardins communautaires d'ailleurs. Oui, c'est clair. Envahissant, ouais. Puis tout le monde qui en a déjà cultivé une fois dans sa vie, c'est ce que ça représente. Donc je pense que c'est vraiment un bon exemple. Ben oui, puis moi j'ai ça, je l'ai fait, j'ai fait l'erreur, puis même ça, j'ai fait longtemps. Puis en fait c'est ça. Dans le fond il y a le côté comme on dit, expansif, là, envahissant, donc qui s'étend. C'est qu'il faut faire attention. Il y a plusieurs trucs comme ça. D'entre autres, là, si on revient plus pour les fines herbes ou les herbes comme la menthe, puis les orties, c'est ce genre de trucs. L'origan aussi, il peut quand même pas mal prendre sa place, là, ouais. C'est ça. Puis, dans le fond, topinambour, c'est sûr. Puis là, comme les framboises aussi, moi, c'est une erreur que j'ai faite beaucoup, là, au début, là. Je faisais des associations, puis là, je mettais des framboisiers, puis finalement, c'était vraiment, le framboisier, il drageonnait partout. Ben oui. Donc, puis il y a des arbustes aussi, là, qui le font. Donc, c'est vraiment, faire vraiment attention, le côté expansif, là, tu sais, souvent, mais en fait, c'est de faire une talle, là, tu sais, de faire puis d'avoir un espace, un périmètre pour soit tondre autour, ou ben tu sais vraiment coincé. Souvent c'est avec l'ombre là. Tu sais, si tu peux mettons les topinambours, ça pousse pas à l'ombre. Là, fait que dans le fond de l'avoir collé sur une lisière de bois avec en tout cas une stratégie là. C'est sûr que des fois en ville, comme il y en a qui mettent carrément une barrière de bambou là creusée, une espèce de grande bande de plastique de 2 pieds creusée dans le sol, ouais. Aïe. Pour éviter le drageonnement, éviter justement l'envahissement. Mais aussi un autre comportement à faire attention, c'est le côté persistant. Ça, c'est en fait, le topinambour, il fait les deux, là. Il est expansif et persistant. Persistant, ça veut dire il s'étendra pas, mais il va rester là, t'as beau labourer ou brasser. Puis là-dedans, dans les légumes vivaces, on a topi, comme je disais, on a le réfort, que lui, une fois qu'il est là, c'est final, là, tu sais, t'as beau, peut-être avec des porcs, là, des cochons, peut-être y arriver. La consoude, entre autres, c'est pas vraiment, il y en a qui en mangent un peu, là. Mais la consoude, ça, c'est vraiment un incontournable, là. C'est plus utilisé comme paillis, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Comme paillis, hein, ouais. Ouais, c'est vraiment une... Je pensais que t'allais dire comme plante médicinale, tu sais, c'est utilisé pour les vertus médicinales aussi, mais... Oui. Puis, celle-là,
elle est vraiment persistante. Une fois qu'elle est là, tu sais, le moindre éclat, t'as beau essayer de l'arracher, elle va probablement rester. Puis il y en a que des fois qui labourent, il va le motoculteur là-dedans, puis ça fait des milliers de petits... Mais ça fait juste le multiplier, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est vraiment à précaution. Tu sais, ben, en fait, c'est aussi, pour toutes les vivaces, c'est vraiment de bien choisir, là, où on les met, comment dans notre gestion dans notre plan de jardin. Vraiment penser que ça va être là pour longtemps. Puis aussi, c'est ça, comme on parlait tantôt, les gens, il y en a beaucoup qui les enlèvent, tu sais, comme entre autres la clé des champs, là, ils font les plantes médicinales. Eux, la plupart des vivaces, ben ils les enlèvent parce qu'ils vont faire un petit engrais d'avoine, puis ils vont nettoyer, étant donné que ils ont pas une gestion pour avoir évité les adventices, le chien d'âme, tous ces trucs-là. Donc, tu sais, c'est vraiment des défis de comment développer des systèmes ça puisse être vraiment bien implanté. Il y a des astuces avec vraiment beaucoup de paillage, par exemple du bois raméal. Ça, en fait, il y a même quelqu'un à Charlesbourg, là, le jardin des vivaces. Le jardin des vivaces, on le connaît bien. Ouais, ça, j'ai pas visité encore, mais ça fait longtemps qu'on a la référence comme quoi c'est côté vraiment de substituer toute la prairie, toutes les chiens dents, les herbages là, par le bois raméal. Et ça prend des grandes quantités. Il y a aussi le plastique, moi j'en prends quand même, mais j'aime pas beaucoup le plastique qui est enfoui. J'aime le plastique temporaire, là. Tu sais, par exemple, on met la toile puis un an ou deux, on l'enlève. Après ça, on peut mettre le bois raméal ou ces trucs-là. Il y a aussi une astuce et certains légumes vivaces qui se cultivent dans le trèfle blanc, dans le trèfle nain. À travers le trèfle, OK. Il y en a plusieurs qui fonctionnent là-dedans. Donc c'est ça, il y en a qui s'essaient là et j'en suis qui s'essaient à essayer de trouver des façons, mais c'est pas évident parce que étant donné que c'est là pour longtemps, ben là les adventistes reviennent. Donc c'est vraiment un souci à mettre là de ce côté-là. Tu sais, je t'écoute puis j'ai l'impression qu'il faut vraiment comme réapprendre comment jardiner si on veut vraiment intégrer ça, tu sais, de manière importante dans notre aménagement. Faut revoir complètement comment on fait un jardin un peu là. Ouais, oui, c'est sûr, c'est d'autres considérations là que de juste avoir les annuels puis après merci bonsoir, on motoculte ou on refait un engrais vert ou quoi. Donc mais en même temps, il y a le côté quand on dit vivace là, les gens en ornemental et tout, moi je suis moins effaré de ce côté-là, mais c'est ça dans le fond, oui, exactement. C'est des vivaces puis ils désherbent, ils mettent du paillis et donc c'est un peu la même, on peut s'inspirer de côté ornemental pour la gestion là. Mais tu sais, c'est aussi comme je vois toute l'importance que de se renseigner avant de se lancer là-dedans, c'est important. Je veux dire, si moi une année mon plant de tomate, je réalise qu'il est indéterminé puis il fait 8 pieds de haut, ben je vais juste le cultiver là une année. Mais tu sais, c'est ça, ces plantes-là sont persistantes puis ils prennent beaucoup d'espace, ben il faut comme vraiment que j'y réfléchisse là avant de les implanter, sinon il va peut-être avoir des petits regrets. Oui. Mais en même temps, faut pas toutes parce en fait c'est certaines étant donné puis c'est sûr que c'est certaines qu'elles sont quand même importantes là, mais il y en a plusieurs qui sont c'est un peu un autre problème, c'est qu'elles sont pas assez elles sont pas assez compétitives, donc elles ressemblent plus à des légumes conventionnels, des légumes annuels. Mais c'est ça, moi je pointais plus là, le côté c'est ça, topinambour, réfort, consoude, les menthes, puis il y en a d'autres, entre autres la pétasite du Japon, là, Fuki, là, la grosse. Ça, c'est cultivé au Japon pour la tige est comestible. Là, ils la mettent dans l'eau bouillante, ils changent l'eau, puis en tout cas, ils font frire, il y a toutes sortes de puis ça, ben c'est monstrueux comment ça s'étend. C'est ça. Fait que tu sais, c'est vraiment de savoir. Puis j'avoue que ça, des fois, c'est un peu négligé. Même les livres de permaculture, puis même moi, ben en fait, c'est ça, je me basais beaucoup là-dessus. Puis on voit des guildes, tu sais, des associations, on compose des associations de plantes, puis parfois c'est comme wow, là, ça fera pas long, ça marchera pas. Puis une chose qui peut être intéressante là,
tantôt je parlais de faire une talle, tu sais, un peu mono spécifique là, de la même chose, mais il y a aussi, on peut, moi j'ai déjà fait des espèces d'arènes là, de lutte là, que je mets toutes là, tu sais, les framboises, menthes, orties, ouais, c'est ça. Donc les vraiment compétitives, les agressives ensemble, ça peut peut-être, mais ça aussi, ça reste à voir. Je viens juste, t'as mentionné la cuisson dans les 2 eaux là, de la plante dont j'ai oublié le nom parce que... Pétazite. D'accord. Mais c'est ça aussi, c'est un autre enjeu de... Tu sais, quand on parlait de savoir les cuisiner, il y a quand même plusieurs... J'ai l'impression que c'est plus fréquent dans les vivaces comestibles, tu sais, qu'il faut savoir comment les apprêter parce que soit sont toxiques autrement, ou en tout cas... Moi, dans ceux que j'ai entendu parler, en tout cas, moi, ça m'est arrivé quand même plus fréquemment que dans d'autres légumes qu'il faut, justement, soit les faire bouillir dans 2 eaux parce qu'ils ont un latex ou des choses comme ça. Ouais, peut-être, mais... C'est ça, s'il y a de tout, là, tu sais, je pense... Ben, légumes annuels aussi, on a quand même la famille des solanacées, puis il y en a plusieurs, mais oui, ça dépend, c'est sûr que si t'élargis, parce que, comme je disais au début, moi, j'essaie de focusser plus sur les trucs vraiment qui sont plus pertinents, intéressants, mais il y a beaucoup de plantes comestibles, les asclépiades, les trucs qu'on peut cueillir, qui ont besoin d'être traités, qui ont besoin d'être bref, mangez pas n'importe quoi. N'importe quoi si vous savez pas c'est quoi. Non, c'est sûr. Puis pour quelqu'un, par exemple, là, qui voudrait commencer, se lancer là-dedans, on t'avait demandé de peut-être te préparer un petit top 5 là, de tes vivaces ou légumes comestibles préférés. Ben, légumes comestibles, je me suis trompée. Vivaces comestibles ou légumes vivaces. Est-ce que tu pourrais nous en parler pour donner le goût aux gens? Oui. Ben oui, en fait, c'est sûr que le premier, moi, mon top, là, c'est vraiment le crambé, là, le chou marin. Est-ce que c'est salé? C'est pour ça que ça s'appelle un chou marin? Ben, en fait, ça origine sur le bord des côtes, entre autres en Angleterre, là, sur le bord de la mer, dans les embruns. Donc, c'est pas salé de nature, mais ça tolère le sel. Donc, c'est ça. On peut même, il y a même un amendement, là, qui avec des sels là, qu'on peut rajouter là. J'ai vraiment l'impression de poser des questions stupides aujourd'hui, mais c'est parce que je me disais, il me semble qu'il y a plusieurs plantes comestibles qui poussent justement sur le bord de la mer qui sont un peu salées, tu sais, qui en tout cas, c'est ça. Oui, ben dans son habitat, elle doit l'être là. C'est Crambé maritima le nom latin. Puis celle-là, c'est ça. Moi, en fait, ça a été long comme avant que je l'aille. C'est Patrice Fortier de la Société des plantes. Lui, ça aussi, c'est vraiment un pionnier pour essayer un paquet de choses oubliées et tout. C'est chez lui que j'ai été initié au fameux crambé. Puis j'en avais ramené de chez lui, ça avait pas trop bien marché. J'avais commandé des semences. Ça avait vraiment été long avant que j'en aille. Je les avais amenés à la ferme où j'ai passé 3 printemps, là, aux fermes Miracle, le verger en permaculture de Stéphane Sobkowiak. Puis là, il y a un lapin qui a brouté mes crambés. En tout cas, c'est ça, ça a vraiment été long, mais là, ces dernières années, là, j'en manquerai plus jamais. Fait que là, j'en ai comme 300, là. Puis, mais j'ai trouvé une bonne façon, j'ai appris une bonne façon, c'est par division des boutures de racines. Dans le fond, on prend ça fait des grosses racines qui sont comestibles d'ailleurs, qui sont vraiment bonnes, là. C'est un peu comme le chou rave, là. Ça fait un peu comme des gros cigares. Puis là, ben c'est ça, on peut assez facilement les faire multiplier comme ça en boutures de racines. Donc là, c'est ça. Moi, puis il est peut-être pas très compétitif aussi. Lui, moi j'ai eu de la misère. Puis là, finalement, je l'ai mis vraiment avec des plastiques là, de part et d'autre, plastique noir dans le silage. Puis là, ça fonctionne vraiment bien. À Saint-Tubal, c'est ça, j'en ai à la forêt nourricière. Oui, on en parlera tantôt. Ouais. Puis ben c'est ça. Puis lui, c'est des petits brocolis comme un peu des rapiniers qui sont là. C'est ça, fin mai, début juin. Puis ça dure quand même longtemps. En plus, quand on les récolte, ben ça affecte pas vraiment la croissance de la plante parce qu'on récolte des boutons floraux, là, donc floraux. Donc
Est-ce que ça devient gros? Ça a l'air de quoi comme plante? Ouais, quand même. Ça ressemble vraiment à un brocoli ou à un chou. Okay. C'est sûr que les boutons, en tant que tels, les petits brocolis, ils sont pas très gros, là. Mais puis on peut quand même manger les feuilles. C'est moi je préfère ça au kale, là. C'est plus doux. Puis, OK. en tout cas, ça c'en est vraiment un qui, si on peut passer l'étape de l'implanter, de l'avoir, là, de l'avoir dompté, ben là, on peut plus s'en passer. Fait que, cranberry. Ouais, on voit que c'est dans ton top. Oui. Puis j'aime ça, justement, où je travaille, où je passe mon printemps, là, à la forêt nourricière, ben, je l'ai vraiment proche. Fait qu'à chaque jour, plutôt que de me faire une salade, ben, en passant, je crunch allègrement. OK, à essayer. Ouais. C'est ça. C'est un brassicacé, là, un cousin de brocoli. Mon deuxième, ben, en fait, c'est ça, je sais pas si je peux dire deuxième ou quoi, mais dans le top 5, il y a le fameux chervi qu'on a parlé tantôt, qui est dans la famille des apiacées, donc, anciennement ombellifères. Donc, c'est ça, famille du persil, du panais, de la carotte. Puis lui, ben, c'est ça, c'est vraiment, il est pas très compétitif, là, c'est ça, il faut quand même lui faire un peu, tu peux pas mettre ça puis qu'il y a plein de chiens dents qui arrivent ou quoi, ça va rester petit, là. Fait que tu sais, c'est de l'avoir vraiment dans un lieu, ben, comme si on cultivait une carotte ou quoi. Okay. Mais, c'est ça, puis c'est vraiment tendre, c'est comme des petits panais. C'est un petit peu plus fort. Des fois, certains plants, certains pieds sont un petit peu plus forts que d'autres. Il y a une petite variation aussi. Des fois, on achète des graines, mais lui aussi, il est très, très long et une très mauvaise germination à la graine. Donc, c'est plus essayer de se procurer des racines, des transplants. Puis, il y a certains qui sont un peu fibreux aussi. Des fois, il y en a qui ont un woody core, là, qu'ils disent en anglais. En tout cas, c'est un petit... un cœur ligneux un peu. Okay. Fait que ouais, mais lui c'en est un bon, puis comme je répète là, on récolte les racines, on peut le remettre en place, ou on peut l'enlever comme où j'ai aidé j'ai comme fait une petite consultation pour Écomestible, justement, aux fermes des Quatre Temps, là, la grosse ferme de Jean-Martin Fortier. Ben eux, ils ont une grande, ils ont un volet légumes vivaces, c'est ça, je travaillais, j'ai une petite consultation pour les aider optimisé, même si c'était déjà super bien fait là, par Gabriel Rebello, que j'ai nommé tantôt. Eux, les chervis, ben, c'est ça, ils les sortaient toutes, puis là, ils les vendaient pas mal toutes au printemps, puis peut-être qu'ils s'en gardaient, je sais même pas comment soit qu'ils s'en gardaient, ou il y avait un autre gars qui en refaisait en pépinière pour les ramener. Donc, c'était pas une gestion... c'est une gestion plus de légumes, là. C'est ça. Mais ça aussi, c'est toujours... Quand t'es dans un contexte de ferme maraîchère, puis t'as tant d'espace, puis tu rentabilises, puis c'est pour ça. Ça, c'est une des raisons pourquoi c'est moins connu, c'est moins populaire. Ben, c'est ça. Tu manges ça cru ou cuit? Tu peux manger cru ou cuit. C'est vraiment proche du panais, là. Moi, c'est pas mal ça que panais ou carotte, puis ça a déjà été pas mal populaire en Europe. Ouais. Essayez. Je suis comme bon, va falloir que j'essaye tout ça. Chervi, Sium, Cisarum. Après ça, il y aurait l'oseille, qui est ça aussi connu, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà, mais l'oseille, c'est ça, c'est une vivace, c'est dans la famille de la rhubarbe, là, les polygonacées, famille rhubarbe sarrasin. Puis celle-là, elle arrive vraiment tôt au printemps, dès que la neige part, là, t'as déjà des feuilles. Puis ben c'est ça, on peut faire des soupes à l'oseille. En France, c'est populaire. Ben là, peut-être moins ces dernières années, mais traditionnellement, c'était pas mal employé. Puis ben c'est ça, l'oseille vraiment facile. Celle-là est compétitive. On peut la mettre dans le trèfle blanc, entre autres. Moi, je sais ça, j'ai des petits essais comme ça. J'ai un type que je suis qui a évalué plusieurs légumes vivaces dans le trèfle blanc, puis voir lesquels fonctionnent ou non. Puis l'oseille fonctionnait bien dans ce régime-là. Puis l'intérêt de le faire dans le trèfle, c'est d'avoir un couvre-sol tout le temps, puis en plus un couvre-sol qui fixe l'azote, c'est ça. Ouais, puis c'est un couvre-sol assez bas. C'est sûr que des fois, on peut quand même le faucher une fois de temps en temps, mais ouais, puis c'est ça, c'est plus
plus aimable un peu que d'avoir la prairie qui revient, là, les graminées. Mais l'oseille, ça a quand même un goût, je pourrais dire funky, là, avec l'acide oxalique, tu sais, faut quand même aimer le surette. Je sais pas si... Oui, parce que moi, c'est comme ça que je le goûte quand j'en mange, là. Ben juste pour préparer les gens psychologiquement, pour pas qu'ils fassent le saut, là. C'est quand même, tu sais, ça a de la personnalité, là. Oh oui, c'est ça, c'est vraiment... c'est vraiment surette, là. C'est... il y a la petite oseille qu'on a, là, une annuelle dans les jardins, c'est ça. Nous autres, on disait la surette, là, les surettes quand on était jeunes. Puis oui, puis en fait, peut-être ça, quand on fait la soupe, c'est sûr que c'est moins, ça goûte plus un peu comme l'épinard, là, un peu. Ça reste acide, mais il y a moyen. Puis oui, l'acide oxalique, c'est à faire attention, là, c'est quand même. Ça. On peut pas en manger des tonnes, là. Non, ben ça dépend. Il y a aussi comme les gens, entre autres, qui font les pierres au rein, ça peut être des fois causé par ça. Fait qu'il faut faire attention. C'est le même que le gars dans la rhubarbe. Puis c'est ça, les oxalates là. Donc c'est à faire attention. Mais puis il y aurait aussi, je sais pas à quel point, mais il y aurait le fait de cuire dans des chaudrons en métal, ce serait peut-être moins à encourager là, parce que ça précipiterait là, l'acide oxalique là. Je sais pas à quel point, j'ai déjà entendu ça. Donc peut-être faire cuire dans des marmites là, plus en émail ou les confitures au rhubarbe ou l'oseille et tout. Ou le manger cru, je pense. C'est ça finalement. Intégré dans une salade, c'est bon, ça donne du punch aussi. Oui. Bon, c'est ça, facile, quand même assez facile à trouver. Ah oui, quelque chose qui est vraiment bien, c'est ça nous vient du semencier Richter's Herbs, je sais pas comment on prononce. En Ontario, c'est un gros semencier, puis ils vendent des plants aussi. Puis eux, ils développent des variétés. Puis ils ont développé une oseille qui monte pas en fleurs, donc elle reste plus longtemps. Ça, c'est bien. Ouais, elle reste plus longtemps. Ils l'appellent Profusion, là. Ils ont plusieurs... d'ailleurs, Richter, ils ont plusieurs légumes vivaces vraiment intéressants. Ils ont aussi une consoude, mais en tout cas, je vais en parler tantôt. Ouais. Fait que c'était à voir là, pour accéder à ces plantes-là. Ensuite, on pourrait passer dans les alliums, là, la famille de l'ail, des oignons. Ben là, il y en a quand même beaucoup. Oui. Traditionnellement, on connaît la ciboulette. Mais l'échalote Sainte-Anne aussi, comme on disait tantôt, ça c'est local, là. C'est pas trop encore compris c'est quelle espèce ou ça vient de où ou quoi, là. C'est un peu c'est des particularités vraiment québécoises. Mais moi, un des alliums là, qui se démarque vraiment, c'est ce qu'on appelle le Welsh onion en anglais. C'est Allium fistulosum. C'est la ciboule aussi, hein, qu'on peut dire. Puis c'est comme un peu les oignons verts, là. Tu sais, comme des mini poireaux. Puis c'est ça, vraiment oignon vert vivace. Puis ouais, vraiment. Puis lui, il est assez abondant, là. C'est vraiment, t'as vraiment un petit bouquet de mini poireaux, là, chaque printemps. Cool. Wow. Puis Puis dans le fond, tu peux les récolter comme un par un, puis il y en a qui vont repousser ou OK, fait que c'est comme des oignons verts mais vivaces. Ouais. OK, j'en veux. Puis c'est ça, chez Johnny's, il y en a, il y a des variétés un peu améliorées là, comme Evergreen et compagnie. Ça c'est un incontournable. Sinon on peut pas passer à côté là, même si là je vais déborder du top 5 là, mais dans les alliums, la ciboulette ail, Allium tuberosum, ça c'est vraiment super bon. Vraiment fin puis doux. Puis une fois qu'elle est installée, elle aussi, elle prend sa place là. Puis même elle est un petit peu expansive là, la talle, mais c'est pas dérangeant. Là. Fait que puis en Asie aussi, ils mangent un peu comme les fleurs d'ail, ils mangent les hampes florales immatures là, les fleurs immatures. Fait que ciboulette ail. Puis il y en a un autre aussi dans les alliums qui est l'oignon patate. Que j'ai pas réussi. Moi, j'en avais planté beaucoup chez Stéphane au Ferme Miracle, puis ils ont tous disparu à l'hiver. Ils étaient pas rustiques. C'est Allium cepa aggregatum, ou il l'appelle en anglais, c'est quoi? C'est voyons. Ah, j'ai un blanc, en tout cas. C'est pas grave.
L'oignon patate. Ouais, l'oignon patate, c'est vraiment comme ça ressemble plus à l'échalote française, là, comme on connaît. OK. Mais il y en a plusieurs qui disent que ça marche en zone 4, mais ça doit dépendre des sortes. J'ai pas réussi encore à le domestiquer. Il y a une fille dans le coin d'Ottawa, je la mettrai dans les références, là, elle s'appelle Telsing Andrews. Elle a une petite pépinière, ça s'appelle Astor Lane. Puis elle a travaillé là-dessus, là, l'oignon patate, entre autres choses. Puis la comparaison avec les patates, c'est parce que ça pousse comme il y en a plusieurs. Oups, il y en a plusieurs quand tu les cueilles ou Ouais, c'est ça. C'est plus ça ressemble à C'est vrai, oui. Oui, ça ressemble un peu c'est comme un agrégat là de patates là, un peu c'est ça, comme des grosses échalotes françaises là. Okay. Puis en tout cas, ça c'est un défi là. Ça fait longtemps que je l'ai sur ma liste là, j'ai pas encore réussi mais ça va venir. Pas inquiète. Oui, puis aussi une autre qui est vraiment plus dans le côté les herbes, les fines herbes là, il y a la livèche. Okay. Que ça, c'est ça aussi dans la famille des apiacées, famille du persil, céleri et compagnie. Ça, c'est une grosse plante robuste. C'était quand même connu de certaines grand-mères, certaines jardinières. Mais plus dans les herbes salées, souvent, oui, non? Souvent. C'est souvent ça que j'ai vu, moi, la livèche. Puis, il y a la livèche de mer aussi, qu'on a une livèche indigène sur le bord du golfe, là, dans le bas du fleuve ou en Gaspésie. Puis c'est quand même très commun, puis c'est vraiment bon. Il y a le persil, dans le fond, ils disent persil de mer, là. Mm-hmm. Puis, mais la livèche cultivée, là, officinale, je pense. Ligusticum officinale. En tout cas, oui, elle est vraiment robuste, puis c'est très goûteux, là. Ça, t'as juste besoin d'un pied, là, puis c'est là pour longtemps. Puis, tu sais, tu prends quelques feuilles dans la soupe, c'est vraiment très, très goûteux. Comme un peu un goût de céleri, là, vraiment fort. Ben moi, ce que je disais aux gens souvent, là, quand ils voyaient une livèche, puis en fait, ça devient énorme, là. Moi, de mon expérience, c'est que c'est immense. Puis moi, je disais que c'était comme un céleri avec énormément de personnalité. Tu sais, qui est comme très sûr de lui, là. Ouais. C'est vrai que ça n'en prend pas beaucoup pour aromatiser un plat, là. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est très aimable comme goût. Puis même, il y avait... Pendant longtemps, aux États-Unis, il y avait une grosse marque de soupe au poulet commerciale qui c'était un peu son ingrédient secret. Oui. Secret. Ouais. Donc avec le soupe au poulet et compagnie là, c'est vraiment bien. Les poissons aussi. Mais c'est ça, c'est comme dans les herbes, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. C'est très goûteux. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, je voudrais revenir sur la fameuse consoude que je mets dans mon top 5 parce que elle est pas, comme je disais, pas vraiment comestible directement, mais vraiment utile au jardin. Principalement parce qu'elle accumule beaucoup. Elle va comme miner les minéraux en profondeur, là, les racines très profondes. Ben ça, en fait, la plupart des vivaces ont des systèmes racinaires beaucoup plus développés que les annuels. Mais celle-là, en particulier, ils ont mesuré là, qu'elle allait chercher puis elle ramenait dans ses feuilles beaucoup de minéraux. Donc, puis il y a beaucoup d'azote aussi, dans le fond, dans les feuilles, là, quand même. Fait que, dans le fond, c'est très riche, c'est comme une plante compost. Moi, j'en ai beaucoup là, des centaines que j'en plante aussi au pied des arbres fruitiers, au pied des noyers. Puis ça sert de paillis direct. C'est comme avoir du paillis sous la main dans une plante. Puis on peut la couper 2-3 fois dans l'été là. Puis elle est vraiment solide là, elle est vraiment bien. Donc ça, c'est une de celles qui est envahissante un peu que tu disais. Ben, elle est persistante. Elle est là. En fait, les consoudes, il y en a des fois plus, mais les consoudes conventionnelles je dirais là, qui anciennement, ben elle était aussi dispersive par les graines, donc elle se ressemait par les graines. Ça c'est vraiment, pas très aimable là. En fait, c'est ça, envahissant, mais Richter aussi ont travaillé une consoude qui fait pas de graines. Donc il y en a 2 variétés là. Puis ça c'est ça, donc ça se vend en transplant. Fait que c'est déjà Ils font ça. Pas de fleurs dans le fond du tout. C'est ça, c'est dommage, c'est joli les fleurs par exemple. Ben, elles font des fleurs. OK. Elles font des fleurs mais elles font pas de graines, donc c'est comme Ils sont comme stériles. Ouais.
Puis, fait que c'est vraiment un petit peu plus pratique là que d'avoir une consoude qui va se ressemer puis envoyer ces petits comme de la bourrache là. Ah fait oui, que, la bourrache, oui. Fait que dans le fond, c'est une bonne idée d'intégrer ça au jardin pour comme paillis. Moi, c'est pas la première fois que j'entends ça, là, que c'est super. Puis de ce que je comprends aussi, c'est que ça va puiser tellement profond qu'après ça redonne, dans le fond, en se décomposant directement au sol. Les feuilles. Là. Fait que c'est super. Ben oui, puis aussi, elle a été encore... Parce que dans le fond, il y a aussi tout un... en forêt nourricière, tu sais, il y a plusieurs plantes qui sont comme des plantes de support, là, tu sais, des fixatrices d'azote, des plantes pour les auxiliaires de culture, les plantes nectarifères et tout, puis celle-là, ça est vraiment super, tu sais, les fleurs pour nectarifères, elle était aussi dans les meilleures pour abriter, là, entre autres les araignées, à cause elle a des grosses feuilles, donc ça fait des sites pour les auxiliaires, pour hiverner, entre autres, là. Okay. Puis, c'est ça, il y en a plusieurs comme ça qui peuvent aider. Fait que c'est ça, consoude non dispersive. C'est la consoude russe, là. Mais elle est bonne aussi pour la médecine, là. Les gens la connaissent, là. C'est les mêmes propriétés, là. J'ai l'impression, moi, depuis tantôt, en tout cas, c'est l'image que j'ai dans la tête depuis tantôt, mais à cause qu'il y a beaucoup de plantes qui sont relativement, soit envahissantes ou soit qui deviennent grosses à maturité, qu'il faut quand même de l'espace pas mal pour cultiver des vivaces comestibles. Est-ce que quelqu'un qui est en ville puis qui a comme un terrain, disons, de banlieue régulier est en mesure de cultiver quelques trucs chez lui? Ben oui. Ben oui, moi je suis convaincu, là. Mais en fait, c'est ça, c'est d'être conscient de l'espace. C'est sûr que comme on dit, il y en a beaucoup que t'as pas besoin d'avoir beaucoup de pieds, tu sais, des aromates ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y en a, tu sais, les asperges topinambour, t'as quand même besoin d'un minimum d'espace. C'est sûr que tu peux avoir un petit pied d'asperges puis avoir une couple de douzaine d'asperges dans l'année, mais ouais, c'est ça. Ou choisir comme un arbre ou une coupe d'arbustes fruitiers, mettons. Mais Oui. Ah ben là, ça faudrait refaire. C'est ça aussi, dans le fond, quand vous m'avez, comme je disais, quand vous m'avez demandé pour faire la balado, ben moi j'étais comme là, je pourrais faire ça sur tous les arbres, les arbustes comestibles à noix, les arbres fruitiers, parce que moi je suis vraiment... Ces dernières années, j'avoue que j'ai un peu... je continue à faire les légumes vivaces, là, mais je suis un petit peu moins focusé là-dessus, si on peut dire. Mais je continue parce que je suis assez passionné. Mais ouais, tous les arbres, arbustes, ça c'est vraiment... Ouais, ma passion, donc à suivre dans un prochain épisode. J'avais envie de te demander, toi, Marie-Hélène, est-ce que, mettons, je te dis que t'étais pas très, très connaissant, mais est-ce que t'aurais un légume vivace? Moi, ça serait l'asperge, mettons. Ah, ben là, c'est ça, genre, faudrait que j'aie comme une liste, puis je me rendrais compte qu'il y en a que je connais peut-être, mais tu sais, dans celles qu'on a nommées, je suis une grande fan de rhubarbe, là, depuis que je suis vraiment petite. J'en mange beaucoup, j'aime vraiment ça. Fait que c'est sûr que ça, ouais, il m'en faut absolument. Comme je peux pas... Non, d'ailleurs, mon dessert de fête, souvent... Moi, ma fête, c'est au début juin. Fait que, c'est dans le temps où il y a de la rhubarbe, généralement. Fait que, comme ma mère, généralement, me faisait de la croustade à rhubarbe. Ah ouais, moi, ça serait l'asperge, mais je peux pas en cultiver chez moi, mais je trouve ça tellement beau. En fait, je réalise que peu de gens, comme, ont vu la floraison de l'asperge, à quel point c'est délicat et magnifique. Puis, je veux dire, moi, la première fois que j'ai mangé une asperge fraîche, comme directement cueillie, pas cuite, crue, c'est comme absolument incroyable. Pour moi, c'est une révélation, là. Fait que moi, j'aurais juste un top 1, puis ça serait l'asperge. Mais c'est clair, tout à découvrir, là. Mais là, c'est ça, c'est que où peut-on les goûter? Oui, là, c'est comme ça. Un gros questionnement, tu sais, c'est difficile. Soit faut les cultiver soi-même, avoir des amis qui l'en cultivent, mais ça doit tranquillement rentrer un peu dans des cuisines, j'imagine, de restos. En tout cas, t'as mentionné qu'en Europe, il y en avait certaines qui étaient cultivées dans des restaurants, là, mais... Ouais, ben c'est sûr que ces dernières années, là, avec la montée fulgurante de la permaculture et tout, il y a quand même certains centres de jardin, certains semenciers qui en ont, là. Mais peut-être, je sais pas, peut-être on pourrait peut-être plus mettre ça dans les liens ou... Comme tu veux, on va mettre les liens, c'est sûr, mais s'il y a des références incontournables, on peut en parler aussi, là. Ben c'est ça, Patrice, la Société des plantes, les semenciers, mais il y a aussi des
des transplants, là, des racines de crâne du Japon, de topinambour, des topinambour aussi. Ça, j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup, tu sais, on a le topinambour sauvage, il y a plein de renflements, puis il est comme un peu plus dur à laver que les variétés cultivées. Là. Les variétés cultivées sont plus en fuseau, sont plus lisses, plus faciles. Patrice à la Société des plantes. Il y a beaucoup de trucs intéressants. Il y a le cerfeuil musqué, Myris odorata. Il y a, en tout cas, il y en a un paquet. Du réfort. Puis dans les autres références, dans le fond, je pourrais parler de croque-paysage, là, qui est à nouveau tout à fait. dans le coin de... Moi, j'ai comme un petit peu collaboré aussi quand t'étais au début, là, justement pour pointer des choses qui seraient pertinentes à multiplier. Puis elle en a... À Val-David. Ils en ont, oui, à Val-David, dans les Laurentides, mais ils vont quand même... en tout cas, ils font ça pour les bonnes raisons, là, sont ouverts à aider les gens, fait qu'il y a quand même... Ils ont beaucoup d'herbacées, de légumes vivaces déjà en transplant, là, accessibles. C'est ça, ils ont comme à la fois une pépinière et des services d'aménagement, je pense, c'est ça? Ouais. Puis moi, j'avais consulté leur site web récemment, puis tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est super clair, là, je veux dire, t'as comme l'image, t'as les dimensions, ce dont la plante a besoin, puis tout ça, puis quand on parlait du volet, là, se renseigner avant de se lancer dans ces cultures-là, puis moi, je trouvais que c'était comme très accessible, là, pour, par exemple, comme moi qui commencerais là-dedans, là. Fait que croque-paysage, oui. Aussi, un bon ami à moi, qui est dans le coin de Sherbrooke, son projet, ça s'appelle Terre d'abondance. Alexandre Dagenet. Lui, ça fait longtemps. En fait, c'est un des fondateurs de Écomestible là, à Sherbrooke. Puis lui, il a une petite pépinière, puis il a une super belle sélection aussi. C'est ça, beaucoup de légumes vivaces. Il nous avait fourni beaucoup là. Il avait fourni beaucoup les amis pour le Écomestible pour le projet aux 4 temps, là, le projet de légumes vivaces. Oui. Après ça, comme je disais tantôt, Richter. En Ontario. En Ontario, ouais. Ils ont des semences, mais ils ont aussi des plants. Donc, c'est ça, l'oseille qui fleurit pas, le consoude qui se ressème pas. Mais il y en a beaucoup d'autres, là. C'est à voir. Puis peut-être, dans le fond, depuis tantôt, je parle de ce volet-là. Moi, il faudrait absolument que je vous parle un peu de mon modèle dans le domaine. Là. C'est Eric Toensmeyer. Eric Toensmeyer. C'est un gars du Massachusetts qui il a été vraiment très actif. Il a publié un livre, c'est Perennial Vegetables, donc les légumes pérennes. Légumes vivaces. Puis il est aussi co-auteur du livre Edible Forest Gardens. Donc, puis dans Edible Forest Gardens, il y a toutes les listes de plantes. Il y a comme 700 espèces de toutes les plantes pérennes pour les climats tempérés. Puis moi, c'est ma source principale là, c'est vraiment, vraiment très bien fait. Puis c'est ça, il continue d'être très actif. Puis dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai vraiment scruté tous ces travaux, puis j'ai adapté aussi avec certaines plantes. Il y en avait pas oublié beaucoup là. J'ai peut-être 2-3 là que je rajouterais à sa liste, mais le reste là, il a pas mal tout mis le doigt dessus. Puis chez lui aussi, ils ont un beau jardin, une belle forêt nourricière avec beaucoup de diversité. Puis son collaborateur aussi a une pépinière, mais là c'est aux États-Unis, donc on peut peut-être commander des semences, mais ça s'appelle Food Forest Nursery, donc la pépinière des forêts nourricières. Eric Toensmeyer, c'est vraiment le pionnier, le défricheur. Le goût. Ouais. Ben, on va mettre la référence des livres certainement là, sur l'épisode. Puis là, tu parles de forêt nourricière, on n'a pas le choix de te demander de nous parler, parce que c'est ça, t'es très impliqué dans le projet de forêt nourricière à Saint-Hubal, pas très loin de Québec. Fait, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, ben c'est ça. Moi, c'est super beau projet là, ça va faire 6 ans là que je passe mes printemps à Saint-Hubal, qui est mon village natal. Donc c'était vraiment vraiment un bel addon là. C'est une dame qui était vraiment passionnée, comme je dirais, j'appelle ça born again bio là, des gens qui arrivent à un certain âge puis finalement la santé et tout, le bio, puis
Puis en tout cas, elle a comme provoqué ça, puis ils sont venus ça c'est sûr que moi j'étais passionné de ça, même si j'habite pas là. Mais c'est ça, mon village natal. Donc depuis 6 ans, on a monté un petit peu moins de 3 acres là, en forêt nourricière, puis vraiment beaucoup de diversité là, toutes les arbres, les arbustes, les vignes, toutes les plantes pérennes dans le fond pour la permaculture, donc des plantes comestibles, les arbres à noix, toutes les fruitiers, toutes les plantes de support aussi, là, comme je disais, il y a beaucoup de plantes qui sont pas directement comestibles, mais qui vont supporter leurs voisines. Puis il y en a beaucoup dans les arbres, les arbustes aussi. Et les herbacées, j'avoue c'est un petit peu, il m'en reste encore beaucoup à compléter. Puis c'est ça, moi je m'occupe du terrain. Dans le fond, j'ai pris au début, ils voulaient comme m'engager, mais finalement, moi, c'est vraiment ma passion, puis je voulais pas je voulais vraiment être libre de ça, fait que c'est comme, je suis devenu bénévole. Depuis le début, je suis bénévole, mais j'ai justement le salaire qu'on m'aurait payé, j'ai dit on va prendre plus de budget pour acheter les arbres ou les choses. Ouais. Puis là, c'est ça, on a monté ça, on a eu de l'aide, on a fait des corvées. Ça a quand même bien fonctionné. Aussi, on fait des activités avec les jeunes de l'école. Donc, ça fait 3 années on fait passer toutes les classes, on leur fait montrer ça. Puis c'est vraiment pour eux autres. T'sais, en le fond, ça va devenir c'est comme un genre de parc municipal, là. C'est ça, j'ai demandé, c'est un terrain municipal à la base. Ouais. Okay. C'est ça, c'est à côté des jeux pour les enfants, à côté du cimetière, là, en face de l'église, quand on descend vers le cimetière. Puis c'est ça, il y a une partie on a faite au début, la première partie, on a acheté des arbres, des plantes plus grosses, des arbres plus gros, pour que ça fasse un peu effet plus rapidement. Puis c'est une petite partie. Puis là, à l'arrière de ça, on a un champ qui est plus grand, là, justement à peu près 2 acres que... Là, on a planté plus pour avoir aussi des récoltes un petit peu, puis essayer de faire des cueillettes avec les enfants ou avec des bénévoles qui, éventuellement, là, c'est sûr que c'est en développement. Puis c'est ça, dans le fond, ça pousse super bien. C'est sûr que quand on essaie beaucoup de choses, c'est sûr qu'il y a on se trompe pas, là. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien. Est-ce que ça a bien été reçu dans le village? Est-ce que la communauté est pas mal impliquée? Puis comme... Ouais, quand même. C'est sûr que, tu sais, c'est aussi étant donné que c'est quand même assez jeune, tu sais, c'est un petit peu moins imposant, là. Quand même, il y a quand même la première partie, comme je disais, qui est quand même bien développée, mais je pense que oui. Puis tu sais, les enfants, ils jouent au parc, pis là, ah ouais, il y a des framboises, hein, regarde les pommettes, puis là, fait que tu sais, c'est aussi d'essayer d'animer ça, là. J'avoue que des fois dans les villages c'est difficile un peu, c'est souvent les mêmes personnes qui s'impliquent, donc mais c'est ça, c'est des beaux défis là à arriver à... Puis c'est du long terme là, étant donné que c'est des vivaces. Oui. C'est ce qui est beau dans tout ça. C'est ça, fait qu'à terme c'est ça, puis des choses qui marchent pas, on remplace, on essaie d'autres choses, puis là moi étant donné que c'est comme un petit peu mon laboratoire, là j'ai l'entente un peu, c'est que moi je me fais une petite pépinière aussi avec ce qu'on a acheté, avec ce qu'on a commandé. Là je fais des greffes, je me fais une pépinière, mais c'est vraiment par passion, tu sais. Des fois j'en rends accessible aux gens qui me demandent, là, les gens du village, on l'affiche, mais tu sais c'est juste pour aider puis pour partager ça, là. Moi j'ai pas vraiment la vocation de faire une business de ça. J'aime trop ça. J'aime trop ça pour ça. Fait que c'est ça, j'ai comme une petite pépinière sur place où je fais plein d'essais, puis ça me permet de m'exprimer un peu. Fait que ouais, puis c'est ça, dans le fond c'est ouvert là, c'était quand même assez facile à trouver là, en face de l'église à Saint-Ubalde, puis vers la gauche là, en descendant à gauche du cimetière. Super. Mais tu sais, on a un site Facebook, mais on n'est pas très côté diffusion là, tu sais, justement là, c'est pas, tu sais, on a beaucoup de choses qui se passent, qu'on n'a pas tant de photos, on n'a pas encore de vidéos vraiment. Fait que tu sais, ce côté-là, moi c'est vraiment pas ma force. Puis on a un petit comité là qui s'implique, mais c'est ça. Chacun a ses trucs, puis c'est ça avance comme ça avance là. Fait que, mais les trucs principaux avancent bien, puis
Donc c'est ça, vous êtes bienvenus si vous passez par là ou si vous voulez visiter, on a une page Facebook. Puis puis avec le printemps qui s'en vient, est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent? Je sais pas, est-ce que les gens peuvent venir vous aider dans certaines corvées ou... Ouais, ben là, dans le fond, les premières années, on faisait une corvée au printemps puis une à l'automne. Là. Les premières années, il y avait quand même des gens. Là. Après une couple d'années, ça avait plus tombé un peu. Puis aussi, on a on a un employé étudiant souvent qui s'occupe de faire l'entretien, là, parce qu'il y a quand même de la tonte, là, parce que c'est un champ, là, la partie plus grande, c'est un champ, puis c'est ça, forêt nourricière, il y a plusieurs approches, là, c'est sûr qu'il y en a aussi qui vont prendre un petit espace, puis ils vont complètement substituer l'herbe, le gazon ou la prairie avec soit du gros paillage, du bois raméal, puis vraiment faire toutes les associations avec planter les herbacées. Nous, c'était plus un peu le côté plus intercalaire, là, si on peut dire. Fait que c'est quand même des rangées, quoique c'est jamais trop des longues rangées, là. Moi, j'aime pas vraiment comme les vergers, les longs vergers droits. Fait que, tu sais, c'est des petites rangées, puis il y en a plusieurs qui sont sur les courbes de niveau, donc c'est quand même un peu agréable là, à fréquenter. Il y a comme des sentiers au travers de ça, puis fait que, tu sais, c'est des bandes, des courtes bandes d'arbres, d'arbustes, puis il y a quand même des herbacées au travers. Puis, c'est ça, il y a quand même des allées qui sont engazonnés en prairie, puis même ça c'était prévu aussi pour éventuellement trouver quelqu'un pour avoir des petits élevages là, pour les pâturages rotatifs par exemple là-dedans, les brebis ou des oies ou des volailles. Donc éventuellement c'est ça, s'il y a des gens s'il y a des ils peuvent t'écrire s'ils sont intéressés à s'impliquer. Oui, ben oui, c'est ça. Moi c'est ma passion là, puis mais c'est ça, vous êtes bienvenus me contacter. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Dans le fond, ça nous a ouvert de nouveaux horizons, là, un nouveau champ d'exploration pour nos aménagements, puis découvrir des nouvelles plantes, des nouvelles saveurs, essayer plein de trucs à découvrir. Puis, en parlant de découverte, c'est le temps de la capsule découverte. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Qui a dit que l'agriculture urbaine se retrouvait seulement dans les grands centres? Située sur le delta du fleuve Mackenzie, 2 degrés au-dessus du cercle polaire arctique, la collectivité d'Inuvik et ses 3700 habitants peuvent profiter d'un bâtiment hors du commun, un aréna de hockey converti en serre communautaire, et ce depuis plus de 20 ans. Dans une région où les fruits et légumes économiques et frais sont rares, cette initiative est tout ce qu'il y a de plus inspirant. Organisme à but non lucratif créé en 1998, la Community Garden Society of Inuvik voulait créer un espace positif pour la collectivité. Ils ont entrepris de transformer un aréna obsolète en remplaçant le toit d'étain par des panneaux de polycarbonate. Un lieu destiné à être démoli devient alors un moteur de développement pour la collectivité. Les avantages? De mai à octobre, la serre permet de gagner un bon 10 degrés, ce qui est bénéfique pour les cultures. Mais en plus, Inuvik profite d'un ensoleillement sur 24 heures durant les mois d'été. Ça doit pousser là-dedans. On retrouve au rez-de-chaussée un jardin communautaire de 74 lots. D'autres lots sont attribués, entre autres, à des groupes d'enfants, des gens avec une déficience intellectuelle, ainsi que les aînés. Chaque jardinier doit aussi offrir un certain nombre d'heures de bénévolat. Une serre commerciale se trouve au 2e étage. On y produit des plants ainsi que des légumes hydroponiques afin de couvrir les dépenses liées au fonctionnement et à la gestion. La serre d'Inuvik, c'est bien plus que faire pousser des légumes. On y reçoit des groupes scolaires, des ateliers y sont offerts et tous les samedis, un marché communautaire y prend place. Devenu un moteur économique important pour la collectivité, il s'agit également de l'une des principales attractions touristiques de la ville. Quel beau projet! Alors voilà, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié et que vous avez découvert de nouvelles plantes à intégrer à votre jardin. Puis s'il y a d'autres vivaces comestibles que vous aimez, puis je sais pas, on n'en a pas parlé, ben écrivez-nous donc pour nous les présenter, nous dire pourquoi vous les appréciez. On est curieuse. Puis d'ailleurs, on vous invite à envoyer toutes les questions que vous avez à l'adresse mâche-patate@urbainculteur.org.
Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye! Ciao, ciao!